Bonjour, James de géographie. Élise de sciences humaines. Sébastien d'école de commerce et de philosophie. Et Athalie Anne de lettres modernes et philosophie. On a tous été confrontés à un problème qu'on aurait voulu résoudre, mais on y a renoncé parce qu'on s'est dit trop compliqué ou seul on ne peut pas changer les choses. Pourtant, certaines personnes ont fait de ces problèmes le moteur de leur action. Ce sont les entrepreneurs. Parmi eux, certains partagent l'ambition de résoudre les problèmes sociaux et changer la société. Ce sont les entrepreneurs sociaux. Au cours de notre mission, nous avons rencontré 25 de ces acteurs de changement, des entrepreneurs sociaux et des personnalités du monde de l'entreprise. Mais comment des acteurs aussi divers ont-ils été amenés à travailler ensemble ? Eh bien, c'est le cœur de métier d'Ashoka, premier réseau d'entrepreneurs sociaux, qui s'efforce de créer des ponts entre le secteur conventionnel et les entrepreneurs sociaux. Mais qu'est-ce qu'un entrepreneur social ? Un entrepreneur social, c'est un entrepreneur qui a pour but de résoudre un problème social et qui, pour ce faire, est financièrement indépendant et réinvestit ses profits pour améliorer son impact social. Fondé aux États-Unis par Bill Drayton il y a 30 ans, Ashoka est présent en France depuis 10 ans sous la forme d'une association de loi 1901 avec pour but premier de développer l'entrepreneuriat social en France. Aujourd'hui, cet objectif est désormais atteint et Ashoka poursuit sa volonté de faire bouger les lignes en mettant en œuvre son slogan « Everyone a Changemaker », chacun acteur du changement. Ainsi, l'enjeu est de démultiplier le nombre d'acteurs de changement, notamment en transmettant dès le plus jeune âge les compétences nécessaires pour faire face aux défis de demain et en pensant à de nouvelles manières d'organiser le travail entre les différents acteurs de la société. C'est dans ce contexte qu'Arnaud Moureau, co-directeur Ashoka Europe, et Laura Zimmer, responsable de la communication, nous ont invités à porter un regard extérieur destiné à aider Ashoka dans son changement d'échelle. Ainsi, tout notre travail consiste à accompagner le changement d'échelle d'Ashoka, dans un premier temps en déconstruisant la formule Everyone a Changemaker, chacun acteur du changement, puis en situant la vision d'Ashoka dans un cadre théorique cohérent. En l'occurrence, nous sommes arrivés à la conclusion que la vision d'Ashoka s'inscrit dans une logique de développement de la capacité d'agir des individus en vue de leur participation à une société qui résout les problèmes. À la lumière de ce cadre théorique, nous proposerons des recommandations permettant d'orienter les actions futures d'Ashoka. Dans cette première partie, nous allons tenter de déconstruire la vision qui vient d'être citée pour essayer d'en voir les problématiques philosophiques qui en émergent. Nous allons dans un premier temps tenter de voir si l'action actuelle d'Ashoka est légitime ou non. Selon nous, la légitimité s'inscrit sous deux conditions. La première, c'est qu'une action sociale doit répondre à un problème social reconnu comme tel par l'ensemble de la société, et que d'autre part, elle le fasse de façon efficace et compétente. Concernant le premier point, nous pouvons dire que l'ensemble des acteurs d'Ashoka répondent à des problèmes sociaux qui sont avérés comme tels et qui sont répertoriés par Pierre Rosanvallon dans la crise de l'État-providence. Ce constat est partagé par l'ensemble des fellows que nous avons interrogés et qui essayent de répondre à ces problèmes sociaux. Concernant l'efficacité et la compétence, nous pouvons dire deux choses. Concernant celui de l'efficacité, il faut rappeler que les entrepreneurs sociaux rentrent dans le réseau d'Ashoka d'une manière sélective. Et un des critères de sélection est celui d'avoir un modèle qui a déjà fait ses preuves ou est en train de faire ses preuves en termes d'efficacité. Le second, concernant les compétences, cela est assez élogieux pour Ashoka, mais nous pouvons dire que l'ensemble de l'écosystème considère Ashoka comme une ONG très compétente. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'action d'Ashoka est, à travers la promotion de l'action des fellows, légitime. Pourtant, sa volonté de changer d'échelle s'accompagne de la volonté de faire de chacun un acteur de changement. Or, ceci ne rentre plus dans le cadre de légitimité que l'on vient d'expliciter. Elle veut le dépasser pour faire que chacun devienne légitime d'agir. Or, cela est un présupposé très fort, c'est la proposition d'un certain modèle spécifique d'action. Et c'est justement ce modèle que nous nous proposons de questionner. Pour cela, continuons dans un deuxième temps de approfondir sur ce que réellement signifie la formule « Everyone a Changemaker ». Au fil de nos entretiens, nous nous sommes aperçus à quel point la devise était plurivoque et regroupait une multitude de définitions possibles. Quand nous avons demandé comment se définissait l'acteur du changement, on nous a dit par exemple, je cite Jacques Berger, directeur de l'action tank Entreprise et Pauvreté, que c'est celui qui rêve de pouvoir changer les choses. Nicolas Rieume, ancien directeur général de Danone Grande-Bretagne, définit l'acteur de changement comme quelqu'un qui a de l'audace et de la persévérance. Enfin, Saïd Amouche, président de Mosaïque RH et fellow Ashoka,
comprend l'acteur de changement comme celui qui a la capacité de convaincre à la fois le secteur public et le secteur privé. En somme, il existe autant de définitions d'acteurs du changement qu'il n'y a de définition de l'homme. Il en ressort alors que chaque individu peut être un acteur de changement sans pour cela devenir un entrepreneur social. Dans la vision de l'ONG Ashoka, l'acteur de changement est un individu qui possède 4 compétences particulières que sont le leadership, la capacité à collaborer et à travailler en équipe, l'empathie et la prise de risque et d'initiative. Selon Ashoka, par ses qualités, l'acteur de changement contribue à son échelle à la transformation de son environnement. Nous constatons qu'Ashoka répond de manière pertinente aux problèmes, mais cela soulève la question du sens de leur action. Seulement, dans quel cadre théorique s'inscrit l'action d'Ashoka ? D'autre part, son efficacité répond à un besoin d'urgence. Il faut en quelque sorte rattraper la réalité pour pouvoir agir sur elle. Or, cette course est-elle éthiquement souhaitable ? Pour comprendre ce que sous-tend la formule « Everyone a changemaker », chacun acteur du changement, nous partirons d'une analyse sur le changement pour ensuite introduire la notion de responsabilité d'autrui, notion que nous pensons primordiale pour définir la communauté démocratique dans laquelle l'empowerment, c'est-à-dire le développement de la capacité d'agir de chacun, est possible. Donc dans cette partie, nous parlerons du changement. Le changement, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un processus constant. Comme nous le dit Héraclite, tout s'écoule et rien ne reste dans un état immuable. C'est pourquoi on ne plonge jamais 2 fois dans le même fleuve. Le changement social, lui, est plus spécifique car il se caractérise par les modifications de l'organisation de la société. Il peut être dû à 2 facteurs, des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Les facteurs exogènes sont les modifications structurelles extérieures à la volonté humaine, comme le climat. Et les facteurs endogènes, eux, c'est-à-dire qu'ils viennent de la volonté propre de l'homme, on peut donner l'exemple des révolutions ou des luttes sociales. Le problème aujourd'hui, finalement, c'est que les facteurs endogènes propres aux hommes n'évoluent pas à la même vitesse que les facteurs exogènes. L'homme a donc besoin de se réaligner au changement. S'ajuster au changement peut être illustré par l'exemple des bactéries que nous avait employé le fellow Ashoka François Tadei. En effet, si un changement s'opère dans leur milieu, elles peuvent adopter 3 comportements. Le premier est de fuir, le second de s'adapter et le troisième est de transformer ou de créer un nouvel environnement afin qu'il leur soit plus propice. La première option ne nous concerne pas ici, mais les 2 autres solutions, c'est-à-dire celle de nous adapter et de transformer notre milieu social, sont liées. En effet, la spécificité de l'homme est qu'en se changeant, il change la société, et qu'en changeant la société, il se change lui-même. C'est dans ce jeu dialectique que l'homme a la capacité d'accompagner le changement. Le pragmatisme s'inscrit dans cette logique. En expérimentant le réel, nous obtenons des informations qui nous permettent d'agir sur notre environnement et sur nous-mêmes. Ashoka, en ce sens, est donc pragmatiste, car c'est par son expérimentation du réel qu'elle obtient des modèles d'action sociale qui fonctionnent. Nous pouvons dire alors qu'elle est riche en moyens et pauvre en fins, mais que cela est positif. En effet, avoir une fin directrice ou un système figé la desservirait, car elle ne pourrait plus accueillir en son sein toutes les potentialités de changement. Mais alors, si tel est le cas, comment penser une éthique de l'action si sa seule préoccupation sont les moyens ? Comme il a été précisé précédemment, la spécificité d'Ashoka réside dans son inscription dans le pragmatisme. De ce point de vue, nous entrons dans une logique d'une multiplication du faire avec le credo suivant. Je constate un manque, donc j'agis. Mon voisin constate un manque, donc il agit. Je constate un manque découlant de l'action de mon voisin, donc j'agis, et ce indéfiniment. Autrement dit, la finalité de mon action en comprend le moteur. J'agis pour agir. Nous nous demandons alors si nous ne concourons pas à une perte de valeur ou de sens à l'action en agissant ainsi sans fin. La réponse est non, car il apparaît impossible de comprendre ou même de penser une action qui soit dénuée de valeur ou même de sens. Hans Jonas nous a permis de comprendre qu'une action ne peut être dénuée de valeur en prenant pour exemple le nouveau-né. À sa naissance, le nouveau-né impose à ses parents ainsi qu'à tout homme l'obligation morale de sa préservation.
Sans assistance, il mourra. Ce qui pousse ses parents, puis les hommes, à le protéger est la reconnaissance de la valeur de la vie et implicitement de son essence. Autrement dit, c'est la présence du nouveau-né dans le réel et tel que je le vois qui me pousse à agir. Partant de là, et plus largement dans le cadre d'Ashoka, la valeur d'une action doit reconnaître la responsabilité de l'autre. Cette responsabilité ne se veut pas passive, mais au contraire active. C'est celle qui doit nous pousser à agir. La seule présence de l'autre ou de son visage peut suffire à me faire agir différemment en ne tournant plus mon action vers la satisfaction unique de mes intérêts. À travers le visage de l'autre notamment, mon action peut trouver sa motivation dans la prise en compte d'autrui. Nous faisons ici intervenir la notion d'empathie sous une acception différente de l'opinion commune. L'empathie est une notion qui participe de la vision d'Ashoka et qui est ressortie de nombreuses fois dans nos entretiens. Mais nous entendons ici l'empathie comme l'aptitude de l'homme à déplacer la sphère de ses intérêts. L'empathie doit être comprise comme le nouveau moteur de l'action. Elle invite à ce que l'action des individus ne soit plus motivée selon leur propre intérêt, mais au contraire, leur action doit impliquer pleinement autrui afin de créer davantage de liens dans la société. Avant la période coloniale et la révolution industrielle, les hommes avaient un impact réciproque dans un espace géographique limité. L'autre était présent physiquement. Aujourd'hui, le développement technologique, l'amélioration des moyens de communication, de transport et le commerce international nous ont fait rentrer dans ce que McLuhan appelle le village global. Mais ces interconnexions sont si complexes qu'il nous est difficile de connaître et de mesurer l'impact que nous avons sur les autres et réciproquement, comme cela pouvait être le cas. Donc, paradoxalement, nous vivons dans une société de plus en plus interconnectée, mais où les individus sont de moins en moins conscients de leurs interconnexions. Or, ce qui distingue une société d'une réelle communauté, c'est d'une part que les ensembles des individus ont conscience des aspects de leur interconnexion, et mieux, qu'ils désirent interagir ensemble pour construire ensemble les conditions les plus propices. Chaque membre d'une communauté est donc amené à participer à l'élaboration des conditions de vie de cette communauté. Nous retrouvons ici la notion aristotélicienne de koinen, littéralement mettre en commun, désignant la délibération des citoyens pour déterminer ce qu'il convient de faire pour la cité et ce qu'il est juste de faire. Selon le philosophe américain John Dewey, la démocratie n'est autre qu'un mode de vie regroupant les conditions de possibilité d'une communauté, ou en d'autres termes, c'est un mode de vie réunissant les conditions de possibilité d'une autodétermination individuelle et collective de ses membres. Dans cette optique, et d'un point de vue individuel, la citoyenneté est la possibilité d'intervention active de ses membres d'une communauté sur les conditions d'existence individuelle et sociale. Mais dans un monde aussi interconnecté, nous avons rappelé la complexité et la complexification sociale qui induit des difficultés d'action individuelle. Gladwell, dans The Tipping Point, part de la masse critique de 150 membres pour qu'une communauté soit réellement soudée. Donc comment faire pour nous sentir responsables de l'autre et comment agir dans un pays à 66 millions de personnes et puis a fortiori dans un monde à 7 milliards. Nous avons dans cette partie tenté d'inscrire l'action d'Ashoka et la volonté actuelle dans un cadre théorique cohérent. Nous leur avons fourni en quelque sorte une éthique d'action. Si les individus et la communauté qu'ils forment se déterminent mutuellement, nous pensons qu'Ashoka doit maintenant œuvrer sur les conditions de cette interaction, c'est-à-dire en renforçant les conditions sociales permettant l'empowerment des individus. Nos recommandations portent donc sur la fluidité de ce dialogue entre les individus et la société. Alors, nous l'avons vu précédemment, construire une société qui résout les problèmes nécessite de développer la capacité d'action des individus, c'est-à-dire l'empowerment. La première condition pour ce faire est que chacun ait conscience des interactions qui les lient aux autres. Or, les entrepreneurs sociaux ayant conscience d'une condition sociale négative qui les impacte directement ou indirectement sont des révélateurs qui font remonter les signaux faibles au reste de la société. Dans ce sens, nous proposons de valoriser les actions des fellows plutôt que leur personnalité en tant qu'exemple. Cela peut se traduire concrètement par l'organisation de rencontres autour d'une thématique où un ou plusieurs fellows pourraient échanger avec l'écosystème d'Ashoka et le mettre en relation avec son propre écosystème. Et pourquoi pas y inviter des individus directement concernés par la problématique traitée.
L'enjeu de ces rencontres est de faire de l'expérience des fellows une expérience transmissible. Ainsi, ces rencontres pourraient aboutir sur la production d'outils permettant la réplicabilité du modèle du fellow. Ces outils pourraient être des vidéos, des tutoriels, et pour aller plus loin, nous pouvons même envisager la mise en place de MOOC. Dans la même logique, il convient de poursuivre cette dynamique de diffusion en réfléchissant au contenu théorique de l'action des fellows, ce qui fait l'objet d'une deuxième recommandation. Pour introduire cette deuxième recommandation, nous allons prendre l'exemple du projet Aloïs, mené par la neurologue Bénédicte Desfontaines. À partir de son action, elle a constitué une enquête avec Kia Partners pour faire une analyse différentielle entre l'état actuel du traitement de la maladie d'Alzheimer, sur lequel elle travaille, et ce qu'il serait avec sa solution. Forte d'une étude complète, puissante et unique en Europe par son ampleur, elle a pu discuter avec différents gouvernements et son étude sert aujourd'hui de base de travail à une instance aussi grande que l'OMS. Nous pensons que, à partir des réalités remontées par les fellows et les problématiques auxquelles ils s'attaquent, il faudrait réaliser des études de terrain utiles et pluridisciplinaires. Il faudrait inclure, en quelque sorte, les personnes affectées par le problème social en question, des entreprises et des agences de conseil qui apporteraient une vision économique et rationnelle, les acteurs universitaires et des instituts de recherche qui apporteraient un prisme psychologique, sociologique et philosophique aux solutions, et enfin y inclure dans la démarche des grandes institutions et les États. L'ensemble de ces acteurs pourrait créer des solutions complètes qui seraient reprises par les décideurs de demain. Dans un second temps, il faudrait mesurer l'impact avec l'ensemble des caractéristiques et des critères mis en place pour l'élaboration de la solution, afin de rentrer dans un processus constant d'expérimentation entre des solutions où l'ensemble des acteurs de la société auront participé, pour qu'ensuite, dans les remontées, il y ait un processus constant d'expérimentation. La troisième recommandation rejoint la première et la seconde et fait suite au questionnement d'Ashoka quant à son positionnement stratégique et en termes de communication. En effet, Ashoka souhaite à long terme insuffler les consciences afin que chacun soit acteur de changement. Et il est aujourd'hui question de réfléchir sur son positionnement dans la société. Si elle a déjà réussi à inspirer le secteur privé, nous notons les obstacles qu'elle rencontre avec les institutions publiques, et ce notamment dans le domaine de l'éducation. Nous pensons que tant qu'elle assume sa neutralité en refusant de délivrer un contenu idéologique, elle doit se situer dans ce que nous appelons la zone d'infiltration. La zone d'infiltration est une zone invisible qui se situe entre les frontières de la société civile et de l'État et du gouvernement. En assumant cette position, Ashoka gagnerait alors à dialoguer avec les différents acteurs. Le dialogue se comprend ici au sens étymologique du terme, qui signifie penser à travers. Ce dialogue s'établit avec tous les acteurs de la société, que ce soit la société civile, l'État et ses institutions. De même, ce dialogue peut également se traduire de deux manières. En utilisant soit l'action des fellows via le Think and Do Tank, ce qui est le propos de la première et la seconde recommandation, ou alors par le biais d'influenceurs chargés de propager, tel un virus, la vision du changement. Dans un cas comme dans l'autre, nous voyons que l'engagement d'Ashoka est mobilisé. Donc ces trois propositions établies, nous conclurons notre propos. Avant de conclure notre propos, il est nécessaire de prendre conscience de la temporalité propre au changement. Nous identifions en effet un réel décalage entre le temps de l'acceptation du projet des fellows et son application dans les structures établies. En d'autres termes, la volonté de changement se confronte systématiquement à la rigidité temporelle des institutions. Ashoka devrait prendre le temps de recul nécessaire sur son action afin de pouvoir accompagner la réalisation du changement. Pour conclure plus largement, nous pouvons dire que Ashoka est une ONG ancrée dans le réel et tournée vers l'action qui accompagne le changement social. Pour ce faire, elle redéfinit les manières de collaborer entre les différents acteurs de la société, donc par la co-création, tout en se focalisant sur les conditions de possibilité de changement. C'est sur le positionnement de catalyseur, c'est-à-dire d'accélérateur et d'accompagnateur de changement, que nous étions invités à penser. Nous pouvons aujourd'hui valider le fait que Ashoka incarne la mise en forme d'un phénomène mouvant qui change continuellement.
Cependant, pour penser la réévolution de la société, il est nécessaire de s'attarder sur la conceptualisation théorique de l'expérimentation du réel. Nous espérons que ce que nous proposons dans nos recommandations permettra à l'ONG d'étendre et de performer son impact dans la société. Merci, un grand merci à Arnaud Moreau et Laura Zimmer, et aussi à Théophile Lavaux et Sébastien Discours pour nous avoir accompagnés, ainsi que tous les autres membres entretenus